Pourquoi parler du salon? Alors cette année, il se trouve que c'est toutes les années impaires, en théorie, et il se trouve que cette année, en 2023, juin 2021, pardon, il n'y aura pas de salon. Le prochain, si tout va bien, c'est en 2023, tous les 2 ans. On sait pourquoi, malheureusement, c'est à cause de la pandémie du moment, difficile d'organiser un salon dans les conditions qu'on connaît actuellement. Donc c'est la première fois, hors période de conflit armé, on va dire, que le salon est annulé. Alors, on parle souvent du salon du Bourget, effectivement, on parle aussi du Paris Air Show, ça c'est la version un peu internationale, mais on parle souvent du salon du Bourget. En fait, comme tu l'as dit effectivement avant la présentation, Olivier, à l'origine, il n'est pas au Bourget du tout. En fait, à l'origine, il est au Grand Palais, à Paris. Voilà, donc dans Paris Intramuros, au Grand Palais. Alors, comment est né ce salon international de l'aéronautique et de l'espace? euh, Aujourd'hui, c'est le plus grand salon aéronautique du monde. C'est le plus grand rendez-vous des professionnels et aussi pour le grand public pour découvrir les nouveautés de l'aéronautique et puis rencontrer quand même 2400 exposants. C'est l'un des plus grands salons du monde hors aéronautique. Donc ça se déroule au Bourget, mais à l'origine, c'était un petit peu plus petit et ça se déroulait donc au Grand Palais à Paris. Alors comment est-ce que ce salon est né? On doit en fait ce salon à des grands noms de l'aéronautique. Il se trouve que début 1908, un certain nombre d'industriels, que nous connaissons tous maintenant, se sont réunis, en l'occurrence Louis Breguet, Louis Blériot, Gabriel Voisin, Robert Hainaut-Pelterie, et ils créent une chambre syndicale des industries aéronautiques. L'objectif, en fait, c'est de faire passer l'aéronautique, qui à l'époque, c'était un truc tout nouveau, c'est faire passer ce mode de locomotion nouveau d'un loisir, on va dire, un peu sportif, à une vraie industrie. D'où la nécessité, leur idée de créer une chambre syndicale qui deviendra ce qui est aujourd'hui le GIFAS, qui est d'ailleurs l'organisateur toujours du salon du Bourget. Donc en 1908, dès 1908, création de cette chambre syndicale. Et pour eux, l'idée est claire, il faut présenter au plus grand nombre les créations, les productions de l'industrie aéronautique française, voire au-delà. Et dès le mois de décembre 1908, ça va vite, il y a un premier salon. Alors, on dit souvent que le premier salon du Bourget, c'est 1909, mais en fait, il y a un pré-salon, si on peut dire, une sorte d'expérimentation. Et vous remarquerez sur l'affiche du salon de 1908, l'organisateur tout en haut, c'est l'Automobile Club de France. En fait, à l'origine, pour ce premier salon, qui est un peu une forme d'expérimentation, les collections aéronautiques sont présentées après le salon d'automobile, donc fin décembre 1908. Donc, au début, en novembre-décembre, première partie, c'est le salon d'automobile. On ferme le salon d'automobile et quelques jours après, on a droit donc à 6 à 7 jours de présentation de collections aéronautiques. Donc, c'est l'expérimentation. On trouve notamment un avion de Clément Ader, qui est prêté par le Musée des Arts et Métiers. On trouve l'Antoinette, par exemple. Donc, quelques photos. Alors, ces photos émanent du GIFAS, donc l'organisateur du salon. Elles m'avaient été prêtées, confiées pour la rédaction de l'ouvrage sur l'histoire de l'aéroport du Bourget. Donc, c'est Nicolas Tran, l'ancien directeur marketing du salon du Bourget, qui me les avait prêtées pour l'ouvrage. Alors, malheureusement, dans l'ouvrage, je n'ai pas pu mettre toutes les photos. Donc, c'est l'occasion voilà, de vous montrer quelques images qui, pour certaines, sont connues, d'autres un petit peu moins. Donc là, on est au Grand Palais, à Paris. Voilà, je vous montre quelques petites images. Donc l'Antoinette, voilà, l'Aéronef. Ça, c'est une nacelle de dirigeable, ville de Bordeaux, il s'appelle. Voilà, aussi un aéroplane des frères Wright. Donc, on est sur une première expérimentation. Étant donné que le résultat est très concluant, finalement, dès l'année suivante, il va y avoir un vrai salon qui va être un peu autonome vraiment du salon automobile, même si juridiquement, c'est encore assez lié pour ce premier vrai salon. Et il y a même la création d'une association, l'association des industriels de la locomotion aérienne, qui en fait est l'organisateur de l'événement, du salon, et qui préside cette association, c'est Robert Hainaut-Pelterie. Voilà, donc le maître à penser en fait de ce salon à l'origine, c'est Robert Hainaut-Pelterie, et secrétaire général de cette association, c'est André Granet. Alors c'est quelqu'un qui est beaucoup moins connu,
André Granet, c'est un architecte, un jeune architecte des bâtiments de France. Il se trouve que c'est le gendre de Gustave Eiffel, voilà, par ailleurs. Mais voilà, cet homme-là va être très important parce que c'est lui qui va être en fait le commissaire du salon de l'aéronautique jusqu'en 1959. Voilà, donc c'est lui qui est vraiment la cheville ouvrière du système, c'est André Granet, donc architecte, très important dans le dispositif du salon. La fameuse association, donc cette association des industriels de la locomotion aérienne, elle va fusionner avec la chambre syndicale pour donner une structure commune qui va donc être l'organisateur du salon. Et finalement, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le SIE, c'est le nom de la société, Salon international de l'Atlantique et de l'Espace, c'est en fait le nom de la société qui dépend du GIFAS et qui organise le salon toujours aujourd'hui. Donc ce premier salon, ce vrai salon du Bourget, le premier, voilà, c'est 1909. Voilà, 1908, c'était un peu une sorte d'expérimentation. 1909, c'est la première exposition internationale de la locomotion aérienne, donc toujours au Grand Palais. Voilà. Donc Robert Reynaud-Pelterie et André Granet sont aux manettes de ce salon. Alors, André Granet, donc, c'est ce fameux architecte des bâtiments de France. Donc, on voit tout de suite, il y a quand même une dimension très esthétique. Parce que je ne vais pas vous parler de tous les salons de l'aéronautique depuis 1908-1909, ce serait un peu long et finalement peut-être pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de parler un petit peu des coulisses un peu de ce salon, de ses différentes implantations et du fait même qu'à une certaine époque, il aurait pu ne plus se tenir au Bourget. Voilà, ça on sait assez peu. Donc là, vous voyez quelques images, donc toujours traitées par le GIFAS. Donc ça, c'est en 1909, le premier vrai salon. Voilà, donc on voit un petit peu le côté assez grandiose du cadre du Grand Palais pour cette industrie aéronautique qui est toute naissante, hein, on le rappelle, hein, on est en 1909. Hein. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'étendue du salon. Et donc, celui qui met en scène tout ça, c'est André Granet. Là encore, quelqu'un qui est assez peu connu, mais qui est vraiment indispensable dans cette affaire de premier salon de l'aéronautique. Alors, il y a quand même sur le salon 1909 100 000 visiteurs. Pour ce premier vrai salon au Grand Palais, 100 000 visiteurs. Il y a 380 exposants quand même pour ce premier grand salon. Alors, vu le succès, il est décidé par la chambre syndicale des industries aéronautiques d'organiser un salon tous les ans. Voilà. Donc, ce n'est pas comme maintenant tous les 2 ans, ça viendra un petit peu plus tard, mais on décide de faire un salon tous les ans jusqu'en 1913, finalement, parce qu'en 1914, il n'y aura pas de salon, mais tous les ans, vous avez une édition du salon de l'aéronautique. Voilà. Là, on passe à l'après-guerre. Voilà. Là, on passe à l'après-guerre. Le salon de 1919, alors pendant la guerre, évidemment, il n'y a pas eu de salon. Le salon de 1919, il est intéressant à 2 titres. La première raison, c'est l'arrivée des avions commerciaux. Voilà, l'aviation commerciale naît après la Première Guerre mondiale. Donc le salon, évidemment, qui est une vitrine de l'industrie aéronautique et des nouveautés du secteur, présente l'aviation commerciale. Et il y a aussi, au salon 1919, l'exposition des premières collections du Conservatoire de l'aéronautique. En fait, le musée de l'air a été créé fin 1918 par l'armée, par Albert Cacot, l'ingénieur Albert Cacot. Et en fait, le salon de 1919 est l'occasion de présenter, avant même que le musée soit ouvert, c'est en 1921 à Meudon, c'est l'occasion de présenter les premiers objets réunis par les militaires à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, déjà, il y a un lien entre le futur musée de l'air et de l'espace et le salon de l'aéronautique, salon de l'aviation. Donc, ce lien apparaît donc en 1919 lorsque l'on présente les premiers objets réunis pour le musée. Alors, je vous montre quelques images qui montrent un petit peu la scénographie du salon, toujours au Grand Palais. Ça, c'est en 1922. Alors, vous remarquerez, ça doit être un Farman Goliath qui doit être par là. Je pense que vous voyez ma souris, je pense. En tout cas, l'aviation commerciale, elle apparaît. Elle apparaît, bien sûr. Hein, on le rappelle, il y a déjà eu des exposés là-dessus, bien sûr, mais on le rappelle, c'est une nouvelle activité, un nouveau levier de croissance pour l'aéronautique après la Première Guerre mondiale. Là, je vais vous montrer des images qui sont peut-être moins connues. L'idée, ce n'est pas de parler forcément des avions en eux-mêmes, mais c'est de parler surtout de la scénographie du salon. Le fameux André Granet, donc c'est un architecte passionné d'aviation, ça
on l'aura compris, mais on lui doit une mise en scène absolument somptueuse à chaque édition du salon. On a une édition voilà, avec une véritable recherche esthétique. Alors ça, c'est le salon de 1926. Il y a eu une innovation depuis 1922, c'est que le salon n'a plus lieu tous les ans. En fait, c'est compliqué de faire un salon tous les ans. Il n'y a pas suffisamment peut-être d'objets à présenter, de nouveautés à présenter tous les ans, et le coût de réalisation du salon est gigantesque, ce qui fait que donc à partir de 1922, on va retenir donc la périodicité qu'on connaît aujourd'hui, en l'occurrence tous les 2 ans. Voilà. Alors je vais vous montrer quelques images qui montrent vraiment cette recherche esthétique qui n'est pas forcément évidente dans un salon professionnel. Et aujourd'hui, le salon du Bourget, dans les halls du Bourget, c'est fascinant, mais il n'y a pas cette recherche telle qu'André Granet nous l'a présenté. Voilà. Là, c'est le salon de 1928. Voilà. Toujours au Grand Palais, hein, bien sûr. Alors vient bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, il n'y a pas de salon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le salon donc reprend en 1946. Donc là, ça se passe toujours au Grand Palais. Mais ce sera la dernière édition qui va se passer au Grand Palais exclusivement. Le Grand Palais, c'est formidable, c'est un cadre absolument somptueux. L'inconvénient, c'est que les avions sont de plus en plus volumineux et que pour faire des démonstrations, évidemment, les Champs-Élysées, ce n'est pas forcément le plus adapté. D'où l'idée de trouver un autre emplacement pour le salon. Et c'est toujours André Granet qui est à la manœuvre, bien évidemment. C'est le commissaire, le commissaire de l'exposition jusqu'en 1959, c'est André Granet. 1946, donc, dernier salon au Grand Palais. 1949, on va innover un petit peu. Le salon donc, se déroule toujours en partie au Grand Palais, mais il va connaître une évolution assez notable avec l'organisation de démonstrations aériennes à Orly. Donc là, on passe à une dimension dynamique. Jusqu'à présent, le salon de l'aéronautique, c'est quelque chose qui est assez statique. Là, on passe à vraiment une activité dynamique. Et l'aéroport d'Orly, évidemment, se prête à cette activité. Donc l'aéroport d'Orly, c'est un aéroport qui a été créé à la fin de la Première Guerre mondiale, qui, dans l'entre-deux-guerres, a une activité qui est civile et militaire, mais il n'a pas d'activité commerciale, à l'image de ce qu'on connaît aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport d'Orly accueille une activité commerciale, voilà. Et l'idée, d'ailleurs, c'est que ça devienne le principal aéroport de Paris. Voilà. Après, les règles vont un petit peu changer, l'essor du trafic va faire que finalement, Orly ne suffira pas, on va construire Roissy-Charles de Gaulle un petit peu plus tard. Mais en tout cas, en 1949, on a un salon un peu hybride, avec donc des présentations dynamiques sur l'aéroport d'Orly. Et puis vint le Bourget. Effectivement, comme je le disais au départ, et c'est vrai que quand on parle du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, on pense tout de suite au Bourget, le salon du Bourget. Donc le Bourget, ça arrive en fait en 1951, où c'est un salon 1951 qui est un peu mi-figue, mi-raisin, si on peut dire, mi-Paris, mi-Bourget, tout simplement parce que il y a en fait 2 activités différentes. Au Grand Palais, du 15 juin au 1er juillet 1951, vous avez donc les exposants, présentation statique de matériel, et du 22 juin au 30 juin, vous avez donc des activités au Bourget avec un meeting. Donc là, on passe à la dimension, on va dire, beaucoup plus dynamique qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que ça va aller au Bourget? Pourquoi est-ce que ça ne reste pas à Orly? Orly, en fait, est un aéroport qui est voué à un développement commercial majeur. Et le Bourget, en revanche, à cette époque-là, l'idée d'aéroport de Paris, c'est plutôt de le réserver à terme à une activité cargo et au maintien, ça c'est pas Aéroport de Paris qui en dépend, enfin qui décide, mais le maintien de l'activité militaire. Il y a même en 1953 une base aéronavale qui quitte Orly pour aller au Bourget. En fait, au Bourget, il y a de la place. Donc finalement, le Bourget va devenir, en 1953, voilà, 1953, ça va devenir le lieu unique d'exposition du Salon international de l'aéronautique. L'appellation du salon, elle a beaucoup évolué avec le temps. Parfois, c'est Salon de l'aviation, parfois, c'est Salon international de l'aéronautique. Voilà, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que les choses se clarifient. Et l'appellation actuelle, c'est 1963, l'appellation actuelle, avec la notion d'espace. Donc en 1953, arrivée définitive du salon donc sur le site du Bourget,
L'avantage du Bourget, c'est que c'est un aéroport qui est censé perdre à cette époque-là, en tout cas, perdre progressivement une grande partie de son trafic voyageurs, plutôt profit d'Orly. Donc, comme je le disais, plutôt accueillir du fret et maintien de l'activité militaire. Il y a de la place au sud de la plateforme. Et c'est pour ça que ce qui intéresse les organisateurs du salon, c'est que ça permet d'installer des constructions en dur, donc au sud de la plateforme, pour accueillir le salon. À ce moment-là, il est même envisagé, là encore, on revient au musée de l'Air, il est envisagé que le musée soit présent à demeure au Bourget, dans le cadre de la construction du parc des expositions, d'une certaine manière, pour le salon. Ça se heurte à des difficultés financières, finalement c'est trop complexe, mais il y avait eu l'idée que le musée quitte Meudon, là où il était en fait, pour aller au Bourget. Ça ne s'est pas fait, et en tout cas, en 1953, c'est donc l'arrivée définitive du salon au Bourget. Alors, une image assez étonnante, donc ça c'est l'aérogare du Bourget en 1953, avec, voilà, 1953, avec donc l'aérogare historique du Bourget, avec la tour que vous voyez, la tour de contrôle, c'est celle justement de 1953, la nouvelle tour de 1953. Regardez donc l'affluence sur les terrasses pour observer donc les démonstrations aériennes. On est donc sur la première année où le salon se déroule exclusivement au Bourget. Donc cette photo provient du fonds Aéroport de Paris, donc un fonds très riche, qui n'est pas suffisamment connu. Donc c'est pour ça que c'est l'occasion avec cette Aero Masterclass de montrer un peu quelques images qui émanent d'Aéroport de Paris. Donc là, vous voyez 1953, donc le salon avec l'affluence. 53, c'est notamment la présentation du Mystère 4. Ensuite, 1955, alors cette photo est assez étonnante. Regardez bien toutes les indications sur la signalétique. Voilà, vous avez les invités, pesage, enfants égarés, presse, aérogare terrasse. Donc, aujourd'hui, pour le salon du Bourget, il est inenvisageable que tout ce beau monde soit sur les terrasses de l'aérogare. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité diverses et variées, ce n'est plus possible. Mais 1955, c'est notamment la présentation de la Caravelle, donc au salon du Bourget. Voilà, je parle du Mystère 4. Voilà, ça c'est une image, salon 1955. Voilà, je vois au bas de la tour de contrôle. Toujours au pied de la tour de contrôle. Alors regardez, il y a un détail sur la photo. On voit une compagnie aérienne qui a disparu. Regardez. Regardez, est-ce que certains arrivent à voir? On verra à la fin, vous me direz si vous avez trouvé. Donc, une compagnie aérienne qui n'existe plus, mais qui était présente au Bourget à l'époque. Voilà, regardez bien, vous avez vu, on verra à la fin si vous avez trouvé. Donc, 1955, présentation notamment de la Caravelle. Donc, le salon du Bourget, dans les années 50-60, présentation de matériel donc, révolutionnaire comme la Caravelle. Dans les années 60, vous avez notamment en 1969 la présentation du Concorde. Il a déjà été présenté avant, mais c'était des maquettes. Le prototype du Concorde, le 001, il est présenté donc au salon 1969, ainsi que le Boeing 747. Alors ça, c'est une vision aérienne, vue aérienne, donc ça, c'est même des collections du musée, vue aérienne du salon en 1971. Vous avez donc le bâtiment qui est ici. C'est ce bâtiment qui a été construit par le fameux André Granet. Voilà, c'est lui qui réalise ça. Donc, le parc des expositions du Bourget, en fait, il a été construit à la base pour le salon. Il s'agrandit petit à petit, mais la motivation première de ce parc des expositions, c'est donc le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Ça ne sert que tous les 2 ans pour cet usage-là. Il y a d'autres usages, mais finalement, il sert assez peu aujourd'hui. Et même dans le temps, il servait pour certains salons. Mais finalement, la raison d'être première, c'est le salon de l'aéronautique. Et au final, c'est toujours ça. Vous marquerez ici une maquette de l'A300B. Voilà, juste là. Alors pourquoi je vous montre 1971? Parce qu'en fait, 1971, ça aurait pu être le dernier salon au Bourget. Il se trouve que dans les années 60, l'aéroport du Bourget n'est à terme plus censé exister. On est déjà sur
le principe de donc, la création de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le Bourget est un aéroport qui est censé fermer. Et en 1969, le principe du déplacement du salon en fait, est adopté. Il doit partir à Évreux. C'est ça l'idée de base de l'époque. C'est un salon qui part à Évreux. Les choses évoluent un petit peu. En tout cas, fin 1971, vous avez le ministre de l'Intérieur qui est au Premier ministre pour lui évoquer la notion du nouveau salon. C'est-à-dire qu'il faut le salon, le Bourget, voilà, c'est censé à l'époque fermer, sauf qu'il y a c'est en 71 que les choses évoluent un petit peu. Et puis surtout, il y a un autre problème, outre la fermeture du Bourget qui est à l'époque encore d'actualité, mais c'est l'année 71 où tout bascule, entre guillemets. Mais il y a un problème, c'est que dans les années 60, il y a eu pas mal d'accidents au salon du Bourget, et les autorités, donc l'État, n'est pas favorable au maintien de toute façon de ce salon en zone urbaine. Il y a en 61, il y a un Convair B58 qui s'est écrasé. Bon, voilà, il y a eu quelques accidents. Il n'y a pas eu de casse, on va dire, vraiment humaine au niveau des visiteurs. Il y a eu de la casse, malheureusement, sur casse humaine au niveau des pilotes, mais pour l'État, c'est un problème. On craint quand même qu'à terme, il y ait une vraie catastrophe. Mais en 1971, le Premier ministre répond, fin 71, il répond au ministre de l'Intérieur, pas de problème, le salon, finalement, il va rester au Bourget, parce qu'il a été décidé, là, finalement, qu'on va développer l'aviation d'affaires au Bourget. Donc, il n'est plus question de fermer le Bourget. Donc, le salon va pouvoir rester au Bourget. On ne va pas aller à Évreux. Et puis, pour la question des accidents, bon, les organisateurs ont pris des dispositions pour que voilà, les conditions de sécurité soient réunies. Donc, finalement, a priori, plus d'inquiétude. Le salon, il va rester au Bourget. Sauf que, il va y avoir un petit aléa. Le salon 73, avec une catastrophe qui est l'explosion en vol du Tupolev 144. Donc le Tupolev 144, c'est le concurrent de Concorde, on l'a déjà évoqué à maintes reprises, mais il explose en vol. Et le problème, c'est qu'il s'écrase après en zone habitée, à Goussainville. Donc le bilan humain est lourd, tant à bord qu'au sol. Donc là, à ce moment-là, problème, l'État revient à la charge en disant non, le salon du Bourget, c'est sympa, mais ça ne va pas rester au Bourget. Et à ce moment-là, donc en 1975, le principe est adopté de l'envoyer, en fait, soit à Évreux, soit à Orléans. On revient à l'idée d'Évreux. Le problème, c'est qu'il y a un organisme qui refuse en fait catégoriquement que le salon soit déplacé, c'est le salon lui-même. Donc l'USIAS, qui est l'ancêtre du GIFAS, qui est piloté par Serge Dassault, fait du lobbying en disant clairement, on voit ça dans les archives de la DGAC, aux archives nationales, Serge Dassault écrit à Raymond Barre pour lui dire, écoutez, cher ami, voilà, vous comprendrez bien que nous, on n'est pas d'accord. Et en gros, ce qu'il dit, c'est soit il y a un salon au Bourget, un salon aéronautique au Bourget, soit il n'y a plus de salon du tout. Donc en fait, pour l'organisateur du salon, il est hors de question qu'on ait entre guillemets un salon au rabais qui sera organisé en province. Finalement, dans un premier temps, donc voilà, l'État est quand même ennuyé parce qu'il y a quand même la volonté que ce salon ne reste pas au Bourget. Donc ça, c'est le salon 77, vu du salon 77. Donc on voit sur cette image donc toute la zone construite par André Granet en 1953 et puis toutes les extensions qui ont été réalisés pour le salon. Donc, ce sont des bâtiments en dur, comme on le disait, qui finalement servent relativement peu. Et vous avez ici les chalets, ça existe encore, vous avez tous les 2 ans la construction de ces immenses chalets. Donc, en fait, le salon du Bourget, mais il se trouve que j'ai participé activement à plusieurs salons, puis j'ai fait 2013, 15, 17 et 19. La construction du salon, elle commence en janvier, et elle s'intensifie vraiment vers mars, avril, mai. Mais dès le mois de janvier, le salon commence à être réalisé. Et donc, tous les 2 ans, vous avez cette ville dans la ville qui apparaît. Donc, vous avez ici donc toutes les installations qui ont été faites pour le salon. Et puis, vous avez ici, à l'époque, en 77, ce que vous avez ici, ça sert notamment déjà en partie pour le musée de l'air. Ce sont toutes les zones fret de l'aérogare du Bourget qui progressivement migrent vers Roissy et Orly. L'aérogare, bien sûr, qui est ici, en 77. C'est la dernière année du trafic international au Bourget, on le rappelle. Il y a encore un trafic régional jusqu'en 81. Et puis après,
l'aviation d'affaires, mais qui elle est vraiment beaucoup plus au nord de la plateforme, hein, ça ne se passe pas du tout ici. Donc on voit donc toute l'activité du Salon du Bourget en 77, et à l'époque, c'est peut-être le dernier. C'est peut-être le dernier, sauf que finalement, le lobbying de Serge Dassault, il fonctionne, ce qui fait que finalement, le Salon du Bourget, il reste au Bourget. Il y a eu des réflexions pour que toute cette zone que vous voyez ici soit transformée, un peu comme ici, hein, ça c'est une partie espace vert, qui a été prolongée d'ailleurs ici, on appelle ça l'ère des vents, c'est là où est organisée la fête de l'humanité, notamment, en théorie au mois de septembre tous les ans, mais a priori c'est fini. Toute cette zone-là, d'ailleurs, dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, il est envisagé de la transformer en jardin pour prolonger le parc de la Courneuve. Donc en fait, à l'époque, il y a un doute. Et finalement, après un certain nombre de péripéties, le jardin en question, ça ne se fait pas. Les pistes sont bien conservées. L'aviation d'affaires, après quelques doutes, au début des années 80, quelques doutes, l'aviation d'affaires est bien confirmée au Bourget, ce qui fait que finalement, l'aéroport du Bourget, notamment grâce au lobbying de Serge Dassault et de ses équipes, le salon du Bourget, il reste au Bourget, donc pas question qu'il aille à Évreux, hein, ou à Orléans. Très clairement, il y a eu une action assez offensive de la part de ce qui est aujourd'hui le GIFAS, ce qui peut tout à fait se comprendre, parce que l'idée, clairement, c'était de garder une vitrine internationale à Paris. En Île-de-France, il n'y avait pas véritablement d'endroit pour organiser le salon. Il y a différentes pistes qui avaient été étudiées, notamment Bretigny, mais il n'y avait pas les superficies nécessaires, il n'y avait pas les pistes nécessaires pour pouvoir accueillir un salon d'une telle importance en Île-de-France. Donc finalement, il est resté au Bourget en dépit voilà, de vicissitudes diverses et variées. Petit à petit, le salon, ça c'est une image de 85, le salon il va peut vraiment s'étendre sur la zone, entre guillemets, la zone musée, la zone de l'aérogare. Donc là, on est en 85, vous avez l'aérogare du Bourget qui n'a plus de voyageurs commerciaux depuis 81, qui n'a pas encore les visiteurs du musée, ça c'est en 87, 85 c'est en travaux, mais toute l'activité du salon du Bourget, donc petit à petit, s'étend. Le nombre de visiteurs, ça c'est important, c'est assez fluctuant. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 300 000, mais il y a eu des salons qui ont dépassé le million de visiteurs. Aujourd'hui, c'est à peu près 320 330 000 visiteurs, ce qui est tout à fait important, mais par rapport à des très grands salons internationaux hors aéronautique, finalement, pour un salon aussi grand, il se trouve qu'il fut un temps où il y a eu beaucoup plus de monde. Ça dépend aussi des nouveautés. Le salon du Bourget, si on prend les périodes plus contemporaines, il y a eu deux sessions qui ont été très importantes ces 20-25 dernières années. En 2001, la démonstration du Rafale, et en 2005, la présentation de la 380. Donc la fréquentation du salon, elle est aussi fluctuante en fonction des nouveautés, évidemment. Ça, c'est une vue aérienne assez intéressante qui date de 2014, qui vient de chez ADP, qui vous montre un petit peu toute l'étendue du salon. Alors là, ça a été pris un été hors salon. Hein, c'est pas une année salon, c'est une année paire, c'est pas une année salon, mais ça montre un petit peu toutes les installations en fait qui ont été faites au fur et à mesure pour le salon. Il y a toujours le bâtiment d'origine qui avait été fait par André Granet, puis petit à petit, tout ça s'est agrandi. Vous avez donc l'aéroport en lui-même, l'aéroport du Bourget, avec ses 3 pistes. La zone qui est ici sur la gauche, c'est ce qu'on appelle l'aire des vents, une zone qui va beaucoup évoluer, vu que ça va être là où il y aura le village olympique en 2024. Le village olympique Presse, le village des médias, ce sera là. Ensuite, ça va devenir un nouveau quartier de la ville de Duny. Et puis là, vous avez donc toute la zone de l'aéroport du Bourget, la zone d'aviation d'affaires qui est là, le musée qui est là, y compris là, le musée, et toute la partie du parc des expositions, qui, comme je vous le disais, en fait, sert finalement aujourd'hui assez peu, parce qu'il se trouve que pour ceux qui sont déjà venus au salon, et je pense qu'une grande partie d'entre vous est déjà venus au salon, la difficulté du salon, du parc des expositions du Bourget, le musée, le problème, c'est son accessibilité. Vous avez l'autoroute 1 qui est ici, voilà, l'autoroute 1. Mais le problème, c'est que l'aéroport du Bourget est à peu près 1 kilomètre de la gare du Bourget, et c'est ça qui complexifie un petit peu l'exploitation de ce parc des expos. Donc, il sert finalement assez peu, et même pour le salon du Bourget, par rapport à d'autres grands salons qui s'organisent à Paris, il n'y a pas de nocturne.
Donc ça, c'est une vision aérienne qui est assez fascinante. On voit bien quand même hein, que c'est vraiment une zone très urbaine, hein, l'aéroport du Bourget. D'où, dans les années 60 et 70, cette inquiétude de l'État suite à un certain nombre d'accidents, dont un qui a été vraiment dramatique, c'est celui du Tupolev 144. Malheureusement, il s'est écrasé vers Goussainville, hein, par là. Donc là, il y a vraiment eu de la casse au sol. Donc il y a vraiment eu cette interrogation. Et à un moment, la position de Jacques Chirac, notamment dans les années 70, c'est très clair, quand il était Premier ministre, ça ne peut pas rester là. C'est trop dangereux. Il y a la crainte, en fait, qui est l'accident de trop. C'est ça le problème, qui est le carnage. Finalement, l'industrie aéronautique a été plus puissante que l'État dans l'affaire. Alors, le salon du Bourget, donc la révolution à venir, c'est l'arrivée du métro. Je vous ai mis ça, c'est une vue aérienne qui a été faite le 11 septembre 2019 par ADP, qui montre bien, on voit très très bien hein, voyez, le bâtiment d'origine du salon, celui de 1953. Donc le salon du Bourget, et là on voit vraiment très très bien, ce qui est assez fascinant, c'est que à chaque fois que vous avez le salon, en fait, on va réunir 3 activités qui, en théorie, ne fonctionnent pas véritablement de manière coordonnée. Vous avez le parc des expositions qui est ici, vous avez le musée de l'air qui est ici, et vous avez les pistes de l'aéroport, toute la zone aéroportuaire qui est ici. Là, on est en zone réservée, hein, ça c'est la zone d'aviation d'affaires. Là où je travaille, c'est le centre de recherche et de documentation du musée, c'est là. Donc nous, on a vu sur l'aviation d'affaires. Donc exceptionnellement, une fois tous les 2 ans, toutes les activités sont réunies. Et là où ça va changer grandement les choses, c'est qu'en 2025, si tout va bien, en tout cas le chantier du métro, vous voyez, il est là. Hein. Donc ceux qui disent qu'il n'y aura pas de métro au Bourget, ce n'est pas vrai. Le métro, il est vraiment en cours de construction. La gare qui desservira donc, le parc des expositions et le musée, elle sera là. Vous aurez une jolie excroissance, une émergence, c'est le terme actuel, qui sera là. Donc, l'entrée actuelle du salon, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, ça se fait vraiment par le parc des expositions, hein, par ici, hein, ce qu'on appelle la porte L, L3 de mémoire. Et bien, quand on aura le métro en 2025, l'ouverture a priori, c'est 2025, il ne sera pas prêt pour les JO 2024, hein, comme certains le savent, à cause du Covid. Le chantier a pris trop de retard, donc ça ouvrira en 2025, sauf couac majeur, mais pour l'instant, tout va bien. Je suis le chantier au quotidien et tout va bien. C'est ce que nous dit la Société du Grand Paris. Donc l'entrée du salon, bah, finalement, ce sera peut-être, et c'est vraisemblablement par le musée que ça se passera. Donc finalement, on va revenir un peu à l'idée des années 50 où on a finalement le musée et le salon voilà, au même endroit. Donc finalement, voilà, donc, ces histoires qui sont finalement assez autonomes. Hein. Le musée de l'air et le salon de l'aéronautique, a priori, sont 2 histoires qui n'ont rien à voir. 2 aventures totalement séparées, et finalement elles se rejoignent. Et en tout cas, donc en 2025, on aura le métro. Voilà, donc ça c'est un élément important. Donc il y a la question qui se pose, on peut peut-être en parler après, bien sûr. Là, c'est pas de l'histoire, mais c'est plus de la prospective. Quel est l'avenir un peu de tout ça, de ce salon du Bourget? Il y a parfois des critiques. J'entendais en 2019 sur France Info, donc Frédéric Beniada, que certains doivent bien connaître, qui faisait une sorte de critique assez sévère du salon. Je ne prends pas parti, hein, je dis ce qu'il disait. Il s'interrogeait même sur la pertinence de ce salon. À quoi il sert? Alors, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, hein, je ne suis pas dans cette approche-là. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que c'est le plus ancien salon aéronautique du monde, et spatial, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, et qui petit à petit sont apparus. Alors, il y en a un depuis 1948, c'est Farnborough, qui est en alternance avec le Bourget. Les années paires, c'est Farnborough, les années impaires, c'est le Bourget. Et puis, il y a d'autres salons qui petit à petit sont apparus. Il y en a à Séoul, il y en a à Dubaï. Donc, c'est vrai que se pose la question, quel est le positionnement d'un salon comme celui-là, qui est le plus ancien, qui est le plus important aujourd'hui en termes de nombre d'exposants, mais qui est confronté, on le sait tous, au Covid et surtout à la crise du secteur aérien. Donc voilà, est-ce qu'il y aura toujours autant de salons? C'est une question qui peut se poser. Farnborough, avant même la crise sanitaire, avait annoncé la suppression du week-end grand public de son salon. Donc le salon de Farnborough est plus court maintenant. Lorsque cette annonce a été faite, le président du salon du Bourget a dit « nous, on garde le grand public hein, », parce qu'il y a une partie professionnelle en début de semaine, une partie grand public en fin de semaine. Pour l'instant, il n'est pas question de revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger
sur ce salon qui est plus que centenaire. Voilà, quelle est sa pertinence? Comment est-ce qu'il va évoluer dans un secteur aéronautique qui est quand même en crise et avec un certain nombre de salons qui se sont montés petit à petit au fur et à mesure du temps. Voilà. Quel est son positionnement? Quel est son avenir? Donc ça reste une question qui n'est pas de l'histoire, donc là moi je ne m'exprimerai pas là-dessus, je ne suis pas compétent, mais je pense que c'est une vraie question. Voilà, merci à vous. Donc voilà, haute photo aérienne qui monte un peu le chantier du métro. Voilà, donc la station, elle est en train d'être creusée là, ça a beaucoup changé depuis, hein. Maintenant c'est un trou, et le trou est creusé. Voilà, ça y est, donc 20 mètres de profondeur, depuis, il est creusé. Donc voilà, donc le salon, en fait, il va avoir une vraie valeur ajoutée pour l'édition 2025, hein, pas avant, ce sera le métro. Voilà, merci à vous. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et Merci avoir beaucoup. vos avis sur l'avenir du salon. Ça peut être intéressant pour ceux qui sont plus compétents que moi sur cette question-là. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel. Alors, effectivement, il y a des questions qui ont été posées durant le chat. De 1946 à 49, il y a eu 3 ans. Comment ça s'est fait? Alors, effectivement, là, je crois que c'est, je vérifierai en détail, mais c'est suite vraiment à après-guerre, donc la désorganisation du système, on va dire. Donc, c'est pour ça que là, c'est 3 ans. Mais le but, c'est après, c'est revenu sur 2 ans. Mais là, effectivement, suite à l'après-guerre, c'était une période un petit peu incertaine. Mais il n'était pas question de supprimer le salon, hein, pas du tout, hein. Le fait qu'il y ait les années paires, le Bourget, les années impaires, non, c'est l'inverse. Les années impaires, le Bourget, les années paires, Farnborough, c'est quelque chose qui est voulu, qui est Oui. réfléchi. Oui, ça, il fonctionne en synergie, hein. Oui, c'est pas comment dire, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas une sorte de gentleman agreement, c'est pas ça. C'est que ils travaillent ensemble. Voilà, depuis 1948, il y a 2 salons et ils travaillent de manière coordonnée. C'est pas la même organisation, mais ça fonctionne ensemble. Alors Olivier, je t'entends pas très bien. Oui, excuse-moi, j'ai un problème de réseau. Alors, Je le disais, souvent, tu m'entends ou pas? là, je t'entends. Je disais, ok. Lors des salons, les médias annoncent souvent il y a eu X ventes de Boeing et X ventes de Airbus dans ce salon, systématiquement. Ouais. C'est une tradition qui est ancienne, ça Alors, ça, je ne pourrais pas te dire, que je vérifie ça. C'est vrai que c'est souvent l'occasion où on présente voilà, les signatures de contrats. C'est surtout ça, effectivement, le, le, le truc le plus médiatique, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, le Salon du Bourget, donc c'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent, on est d'accord. Certains organisateurs du salon m'avaient dit, bah, nous, on a une machine à cash, mais la machine à cash, elle n'est pas concernée par les ventes d'avions. C'est 2 aspects différents. Mais je ne sais pas exactement. Peut-être que certains ont une vision peut-être plus précise que moi là-dessus. Ce n'est pas quelque chose que j'ai regardé en détail, la question des ventes d'avions. Mais je regarderai ça en détail. Depuis quand, effectivement, on met vraiment en avant ce marché, en fait. Voilà. Après, sur les retombées économiques du salon, parce que je vois effectivement la question, alors sur le salon lui-même, je sais que c'est toujours assez difficile de... Les retombées économiques, donc, ce qui est important, c'est que ça, ce que m'avait dit quand j'ai travaillé sur ces questions-là, j'avais appris par, je crois que c'est un syndicat hôtelier parisien. L'avantage du Salon du Bourget, c'est que c'est à Paris une période où 100% du parc est occupé. Parce que comme il y a 2400 exposants, il faut les caser, tous ces gens-là, il faut les loger, plus les visiteurs. Mais le Salon du Bourget, c'est en retombée économique, on va dire, même pas aéronautique, hein, vraiment retombée économique pure pour Paris, c'est phénoménal. Et d'ailleurs, lorsque avec le confinement, beaucoup d'hôteliers, voilà, ils font grise mine évidemment, mais je me souviens avoir vu dans la presse que pour certains, c'est on attend le Salon du Bourget pour se refaire. Et quand il a été annoncé en fin d'année dernière que le salon était annulé, pour beaucoup d'hôteliers, ça a été la catastrophe parce qu'ils étaient sûrs de remplir. Et quand il y a Salon du Bourget, en plus, ça permet de faire monter les prix. Donc là, malheureusement, pour les hôteliers parisiens et d'Île-de-France, c'est une vraie catastrophe. Donc les retombées économiques, elles existent pour le secteur aéronautique, évidemment. Après, les signatures de contrats pourraient se faire ailleurs, en réalité.
Non. Mais pour n'importe quel salon. Mais c'est sûr que le monde que génère ce salon, aussi bien au niveau des exposants que des visiteurs, et des gens qui viennent du monde entier, c'est sûr que les retombées économiques pour l'Île-de-France, en tout cas, rien que pour l'Île-de-France, pour le secteur hôtelier, rien que ça, c'est gigantesque. Et en tout cas, ce que m'avait dit un syndicat hôtelier, donc c'est 100% taux de remplissage, ça n'existe que quand il y a le salon du Bourget. Les journées professionnelles, elles ont été instituées en 53 ou et le grand public, ça a commencé quand? Alors, ça, je n'ai pas le détail. C'est une information que j'ai regardée, mais je n'ai pas trouvé l'information. Enfin, disons que j'ai commencé à regarder, mais dans les documents que j'avais, je n'ai pas trouvé. Il faudrait qu'en fait que je regarde dans vraiment les catalogues du salon. Donc ça prend du temps, hein, mais les catalogues du salon pour voir à partir de quand il y a véritablement cette distinction professionnelle grand public. Alors, je vois une question. Est-ce que l'aéroport d'affaires est toujours ouvert pendant le salon? Oui, il est ouvert pendant le salon, ce qui n'est pas forcément simple. Et certains vols vont à Charles de Gaulle. Mais l'aéroport, en fait, il fonctionne toujours pendant le salon du Bourget. Et c'est vrai que la difficulté, de toute façon, des démonstrations aériennes, c'est comme on est à côté de Roissy. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué à organiser. On sait que les contrôleurs aériens de Roissy, voilà, c'est formidable le salon, mais pour eux, c'est pas forcément simple à gérer. Parce que le trafic de Roissy, lui, ne s'arrête pas, en revanche. Est-ce qu'on peut dire que le salon a aidé à sauver le Bourget finalement? Alors, je pense qu'en partie, oui, parce que quand Serge Dassault fait du lobbying à la fin des années 70, début des années 80, pour que ce salon reste, j'ai vu que dans certaines archives, il y a une véritable pression pour que le Bourget donc, reste, que les pistes soient toujours en activité. S'il n'y avait pas eu cette pression, je pense qu'il y aurait eu un risque effectivement que le Bourget disparaisse, parce que l'aviation d'affaires dans les années 80, donc début des années 80, il y a eu des doutes chez Aéroports de Paris, mais j'en ai discuté avec des gens qui étaient vraiment opérateurs d'affaires dans les années 80, qui m'ont dit, dans les années 80, ADP a été tenté de vendre en fait le terrain. Donc il y a eu un véritable doute. Le Bourget, c'est vraiment très bien pour l'aviation d'affaires parce que c'est à 6 km de Paris, c'est vraiment extrêmement bien conçu d'une certaine manière pour cette activité. Mais il y a d'autres aérodromes en Île-de-France qui auraient pu servir pour ça. Il y a Pontoise qui existe, il y a Toussus-le-Noble. Donc, mais je pense que quand on regarde les archives en cas de la DGAC, j'avais été assez frappé de voir comment le GIFAS, donc, ce groupement interprofessionnel de l'aéronautique et de l'espace, comment ils ont quand même été extrêmement persuasifs. Et moi, je suis à peu près persuadé que sans l'opiniâtreté du GIFAS, l'aéroport du Bourget ne serait pas ce qu'il est. Peut-être qu'il y aurait toujours une activité, mais pas avec des pistes aussi longues. Ce serait peut-être une activité beaucoup plus au nord de la plateforme, donc vraiment aviation d'affaires, mais pas avec des pistes de 3 km. Donc, je pense que le salon du Bourget, moi, je suis assez convaincu que sans l'action de lobbying du GIFAS, il ne serait sûrement pas tel quel. En tout cas, on n'aurait pas tout gardé. Il y a un autre service au Bourget dont on parle moins, c'est le BEA. Le bureau enquête et analyse, il est aussi là. Ils sont là, effectivement. Alors, ils sont là, voilà. Oui. Ils sont là. C'est là le BEA. Alors, j'avais discuté avec le chargé de com du BEA. Alors, à l'origine, ils étaient dans le 15e et ils sont partis. Je n'ai pas la date exacte. J'ai pas la date exacte de l'arrivée du BEA. Mais historiquement, ils ne sont pas au Bourget. Voilà, ils sont arrivés après, mais ce n'est pas né au Bourget, en revanche, le BEA. Mais effectivement, le BEA, toutes les activités, les boîtes noires notamment, quand il s'agit de les analyser, ça se passe ici. Effectivement. Oui, ils ont suivi, là, on parle de la DGAC. La DGAC avait tous ses bureaux à convention et on a fermé le bâtiment convention et la DGAC est partie de manière limitrophe, beaucoup de côté ici les Moulineaux, côté Farman et aussi un peu côté Bourget. Et après, il y a des services qui sont partis à Toulouse aussi. Moi, j'ai une petite question, parce que je vous entends dire Serge Dassault. C'est pas plutôt Marcel ou c'est moi? Non, c'est Serge à l'époque. Dans les années 70, c'est Serge Dassault.
Mais c'est Marcel qui commande la boîte à l'époque. Ouais, mais quand on voit tous les courriers officiels, c'est Serge. Ah d'accord. Bon, Ouais. autant Bah, pour ça moi. m'a surpris. Mais en tout cas, c'est lui. Hein. Déjà, à cette époque-là, c'est lui. Moi, ça m'a surpris aussi, mais c'est Ouais, le vrai président, c'est lui. Hein, en exécutif, on va dire, c'est lui. D'accord. Ouais. Ok. C'est vrai que ça m'a surpris aussi, mais c'est Serge Dassault. Il y a une question de Bertrand qui imagine que la promiscuité des nations exposantes rend l'espionnage hautement probable. Est-ce que tu as des anecdotes ou informations à ce sujet? Ah, j'ai pas d'informations très précises. Ce que je sais, c'est que quand il y a sur le salon, donc il y a quelques années, il y avait, je sais pas si c'est à chaque édition, il y avait le ministère israélien de la Défense. Ce que je sais, c'est qu'il y avait quand même une sécurité autour de ce stand qui était absolument phénoménale. Je Donc, confirme pour avoir été au musée pendant très longtemps, quand c'était l'Israël et qu'on y allait, même avec un badge à l'aéroport de Paris, on était fouillé, mais pire que si on prenait l'avion, quoi. ouais. Effectivement, sur le salon, il y a une surveillance intense. Hein. En plus, avec les risques terroristes, il y a une lutte contre les drones qui est très importante. Donc, il y a un dispositif de sécurité qui est absolument gigantesque maintenant, ce qui rend d'ailleurs l'exploitation du salon pour les gens, moi je suis au musée, hein, mais même pour nous, c'est pas toujours facile, hein, parce que les véhicules sont fouillés à l'entrée. Voilà, c'est une organisation qui est très très complexe. Hein. Et les consignes, les contraintes de sécurité avec le risque de drones notamment terroristes, ça n'arrange rien. Donc c'est les contraintes de sécurité, c'est mon premier salon au musée, c'était en 2013, et j'ai vu petit à petit vraiment l'augmentation des règles drastiques. On les comprend, mais mes collègues qui géraient notamment des locations d'espace, soit au salon 2017, ont souffert et ont vécu un peu l'enfer. Voilà ce que je pourrais dire. En anecdote, plus quand on est dans la partie organisationnelle, c'est formidable. Au niveau professionnel, j'ai jamais vu un truc aussi génial que le salon du Bourget. Donc j'en ai fait 4. Mais il y a une forme de stress quand on est sur certaines missions, de par la sécurité qui est liée à cet événement hors norme. Je me souviens du pilote de la compagnie, comment il s'appelait, l'Airbus qui s'est écrasé là, pendant une démonstration. Il était venu pour vendre son livre et la sécurité d'Airbus l'a foutu dehors, mais ça a été comme ça, une éclair. Moi, à l'époque, le musée de l'air, je ne sais pas s'ils le font encore, on présentait le Fouga Magister, le SMB2 et le Mister 4 dehors, ce qui permettait de voir en même temps les démonstrations. Et lui, il avait posé son stand comme ça pour vendre ses livres. Et en 10 minutes, il avait disparu des écrans radars, quoi. En tout cas, je regarderai, parce que c'est une information, je m'étais posé la question, mais il faudrait que je regarde vraiment en détail sur tous les catalogues du salon, sur la distinction grand public pro. J'essaierai de vous trouver l'info, je la communiquerai à Olivier, parce que c'est vrai que c'est un salon qui les 4 premiers jours, c'est les professionnels, du lundi au jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, c'est pour le grand public. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que autant, en fait, il y a certains exposants qui partent une fois que les journées pro sont passées. C'est-à-dire qu'ils sont là du lundi au jeudi, et puis vendredi, samedi, dimanche, il y a une grande partie du salon, en fait, dans les halls, c'est fermé. Parce que les exposants, en fait, le grand public ne les intéresse pas. Les grands exposants peuvent être intéressés parce que ça fait un vivier de recrutement, mais c'est sûr qu'être au salon, ça a un coût, et je pense que pour énormément de petites structures, être là sur une semaine, le coût d'organisation est tellement phénoménal que le grand public, pour eux, voilà, c'est pas forcément très intéressant. Mais c'est vrai que le salon, en fait, c'est vraiment le lundi. J'ai remarqué, c'est le lundi que tout se passe, surtout qu'il y a le président de la République qui vient le lundi. Donc l'inauguration a lieu ce jour-là. Mais en fait, vendredi, samedi, dimanche, c'est surtout le monde qui vient pour assister aux démonstrations, surtout ça. Alors, je vois une question, combien coûte un stand professionnel? Alors, sur le site du SIAE, il y a les informations, parce que ça dépend ce qu'on veut. D'après ce que je sais, il y a certains stands, notamment en extérieur, le coût de location, c'est plutôt en millions d'euros. Mais là encore, il faut regarder les prix il y a les prix sur
sur le site institutionnel du salon. Donc le salon d'ailleurs, hein, l'organisation, elle est rue Galilée, là où il y a l'Aéroclub de France. Donc vous avez une équipe. J'étais allé après le salon 2017. J'avais été faire un bilan avec eux, avec la direction du salon, sur une action précise que j'avais menée. Et voilà, donc ils m'avaient un peu expliqué, en fait, le salon, c'est une dizaine de personnes en fait qui font tourner ça en CDI, on va dire, donc des gens qui sont là en permanence. Et puis à chaque salon, à partir de l'année impaire, à partir de janvier, plusieurs centaines de personnes en CDD arrivent. Mais le salon lui-même, je crois que c'est 13 personnes. La structure qui gère le salon à demeure, c'est 13 personnes. C'est pas énorme en soi pour un salon d'une telle importance. Mais après, quand il y a les années salon, là, il y a, je crois que c'est 400 CDD, mais peut-être que je dis une bêtise, je crois que c'est 400 CDD qui d'un coup arrivent pour gérer le salon. Donc c'est une usine, ce truc. C'est une vraie ville dans la ville, parce que le Bourget, Duny, c'est quand même assez urbanisé. C'est un aéroport qui est en zone urbaine. Mais c'est vrai qu'on a, pendant une semaine, à peu près 300 et quelques mille personnes sur un secteur qui, d'habitude, accueille surtout le musée de l'Air. Donc ça gère quelques centaines de personnes par jour d'habitude. Donc c'est tout à fait différent. Le salon, d'ailleurs, loue les espaces du musée, ce qui fait que le musée devient un lieu de visite pour les visiteurs du salon. Donc ça fait d'un coup beaucoup plus de monde. Peut-être que ça m'a échappé, mais il n'y a pas une époque où c'était à Orly, le salon l'aéronautique? Alors il y a eu en 1949 une année où il y a eu des démonstrations aériennes, mais le salon lui-même, il a été envoyé, entre guillemets, au Bourget en 1953. C'était pratique parce qu'en fait, à l'époque, il y avait l'idée de développer à fond Orly pour le commercial. L'idée du Bourget à l'époque, c'est que ça devienne une zone de cargo, en fait, hein. L'activité voyageur. L'idée à l'époque, c'était que petit à petit, cet aéroport devienne uniquement cargo. Les choses ont évolué, hein, parce que l'évolution du trafic a fait que voilà, ce schéma des années 52-53, il a été complètement rediscuté. Mais le Bourget, l'avantage du Bourget, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, au sud de la plateforme, il y avait de la place pour construire des bâtiments en dur. C'était ça l'avantage en 53. Alors là, je voyais une question. Nous allons voir l'innovation se déplacer du côté de l'Asie avec une activité qui risque de dépasser cette Paris de Bourget. Bah ouais, c'est un peu la question que moi je soulevais effectivement à la fin de l'exposé, avec tous ces salons qui sont développés, hein. Il y a Dubaï, il y a Séoul. C'est quoi l'avenir, effectivement? C'est vrai qu'on dit beaucoup que l'avenir de l'aéronautique, c'est l'Asie. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de l'avenir de l'aéronautique, de la prospective. Je pense qu'Olivier, il s'y connaît mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est des questions, sont des questions, je pense, qui sont assez importantes, surtout à l'heure où l'industrie aéronautique est un peu en crise quand même. Puis c'est l'avion bashing, voilà, il ne faut plus rêver des avions, voilà. Donc bon, je pense que c'est un vrai sujet. Quel est le positionnement d'un salon comme ça, aussi mythique, aussi gigantesque, aussi démesuré, avec on installe des chalets absolument somptueux qui finalement n'ont une durée de vie que d'une semaine. C'est vrai que c'est une question assez fondamentale sur l'avenir de l'aviation. En tout cas, l'avenir de l'industrie aéronautique, comment elle veut présenter ses nouveautés, ses projets. Voilà, c'est un coût quand même assez conséquent, ce salon. Voilà. Donc, je pense que c'est une vraie interrogation. Je n'ai jamais discuté vraiment avec les responsables du salon, hein, mais voilà. Quel est l'avenir d'un salon comme celui-là? Peut-être que certains ont un avis. N'hésitez pas. Ça m'intéresse de savoir si vous avez un avis. Au niveau environnemental, il y a une place pour l'environnement dans les salons aujourd'hui ou... Je pense qu'en 2023, en fait, l'aviation, le côté développement durable, je crois que ça a quand même déjà été évoqué, hein. Il y a déjà eu des thématiques au salon là-dessus, mais moi je suis assez convaincu qu'à partir de 2023, l'argument, enfin en tout cas le leitmotiv du salon, ça va être l'aviation verte, les biocarburants, l'avion hydrogène. Je pense que ça va être ça. De toute façon, l'aviation, aujourd'hui, l'industrie, elle est confrontée à ça. Le Covid a accéléré le mouvement, en sachant qu'avant même le Covid, hein, c'était déjà des réflexions. On a le sentiment que c'est le Covid qui fait qu'on s'intéresse à l'aviation verte. En fait, c'est des questions beaucoup plus anciennes. Même au musée de l'Air, il y a eu un salon de l'aviation verte.
C'était Gérard Felzer qui avait organisé ça en son temps. Donc, c'est pas nouveau. Ce qui est sûr, c'est que le Covid et les questions de réchauffement climatique font que tout ça va s'accélérer. Et je pense que le salon à partir de 2023, j'imagine, hein, je ne suis pas organisateur du salon, mais j'imagine que ça va être un axe très très fort, vu que de toute façon les industriels vont être à fond là-dessus. Donc après, la question que je me pose, hein, mais je ne sais pas si vous avez un avis, hein, c'est est-ce qu'il y aura besoin d'autant de salons de l'aéronautique dans le monde? Mais, Qui va être la victime? Jean-Emmanuel, au Salon du Bourget, on ne présente que des avions, éventuellement des drones, pour les usages conventionnels de l'aviation. Ce n'est pas un salon des mobilités aériennes en général, quoi. Enfin, on ne trouvera pas Tesla, par exemple, SpaceX, pardon. En sachant quand même qu'il y a la dimension espace, hein, mais il y a souvent eu des présentations de matériel, mais je pense peut-être que ça évoluera vers un salon des mobilités plus large. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais là, il y a Airbus, qui est la RATP, qui sont en train de développer des taxibus. Ils vont expérimenter ça à Pontoise. Peut-être que ce sera présenté au salon. Mais il y a déjà eu des présentations, là, je n'ai pas en tête, mais il me semble qu'il y a déjà eu des présentations de matériel, on va dire, oui, un peu plus respectueux de l'environnement. Mais peut-être que le salon du Bourget, il évoluera vers quelque chose de plus large, sur des mobilités au sens plus large, sait-on jamais. Déjà, des mobilités aériennes, voilà, bon, l'avion est très dominant, mais rien n'est écrit. Et effectivement, c'est un salon où on présente du matériel civil et militaire, mais il y a beaucoup de militaires quand même. Ouais. C'est beaucoup quand même un salon qui présente des activités militaires. Et d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est international et il y a, je crois, je ne sais plus en tête le nombre de pays représentés, mais quand on voit les exposants, c'est absolument impressionnant de voir toutes les nationalités possibles. C'est pour ça que les hôteliers sont contents. La photo là, de 1953, alors c'était quoi les avions qu'il y avait dessus? Attends, on va y retourner. C'est des tridents, une sorte de trident. Alors, hop, voilà, 1953, voilà. Ensuite, ça, c'est un Mystère 4, 155. Alors oui, il y avait l'histoire de la compagnie. Est-ce que vous avez... Avec l'azur. Exactement. Exactement. J'ai gagné. Et oui, Aigle Azur, en fait, qui est né là-bas, en fait, qui est né au Bourget, qui n'existe plus, hein, Aigle Azur, la compagnie. Elle est morte un peu trop tôt, alors elle doit attendre le Covid, elle aurait peut-être été aidée. Mais voilà, Aigle Azur, effectivement, qui avait un trafic important au départ du Bourget. Le Bourget, en fait, il y a un trafic voyageurs important après la Seconde Guerre mondiale. Et puis à partir de 54, 55, 56, à peu près par là, c'est vraiment Orly qui prend le leadership. Hein. Mais Air France part en 52, 53. Voilà. Mais c'était Aigle Azur, la compagnie. C'est pas évident, hein. Mais voilà, Olivier, il a trouvé. Est-ce que le salon a compté pour la construction de la station de métro? Alors oui, le salon, alors la construction de la station de métro, donc ça c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé dessus au musée, avec Aéroport de Paris notamment. Voilà, j'étais un peu sur ce dossier-là. Oui, c'est important. En fait, la station de métro, qui sera donc là, la station de métro, très clairement, dans cette zone de la Seine-Saint-Denis, limite du Val d'Oise, il n'y a pas énormément d'habitations. En face de l'aéroport, vous avez le Blanc-Ménil, donc il y a de l'habitation, mais c'est vrai que ce n'est pas une zone très, très habitée, mais quoique, les gens qui habitent là, ils n'ont pas le métro. Voilà, mais ce n'est pas une zone où il n'y a pas beaucoup de bureaux, il n'y a pas beaucoup d'activités commerciales. Ça reste une banlieue un peu dortoir, en fait. Hein. Le salon, oui, ça a eu un impact parce que ce parc des expositions, j'avais rencontré les responsables de Viparis, donc les gestionnaires du parc, hein, à l'époque de la concertation sur le métro. Oui, le salon et le parc des expos, ça a eu une importance parce que c'est un grand site d'exposition, le parc du Bourget. Il n'est pas si connu que ça, il est connu parce qu'il y a le salon, mais en fait, il sert assez peu le reste de l'année. Et pourquoi il sert assez peu? Parce qu'il est mal desservi. Donc oui, de toute façon, pour le salon, le métro, c'est évidemment une révolution. Il n'y aura plus les navettes de bus improbables entre la gare du Bourget et le salon. Il y aura un vrai système de transport. Donc le fait que ce salon existe, le fait qu'il y ait un musée aussi, mais allez, très clairement, c'est pas le métro.
on lit souvent, oui, on a mis le métro pour les voyageurs d'affaires, donc ils ne le prendront pas, donc ça ne sert à rien. C'est sûr que ce n'est pas la personne qui fait un voyage d'affaires au départ du Bourget qui viendra forcément en métro. Ce n'est pas la clientèle. Mais pour le salon, pour les salariés de l'aéroport et pour les visiteurs du musée, ce sera un vrai plus. Et les gens qui habitent au Blanc-Ménil. Mais le salon, oui, ça a eu un impact parce que ce salon souffre quand même d'une accessibilité qui n'est pas digne d'un salon aujourd'hui international. Le système des bus depuis la gare, j'en avais discuté avec les responsables du salon, ça a le mérite d'exister, la RATP le fait très bien, c'est pas la question, mais ça reste une desserte bus pour transporter des centaines de milliers de personnes dans les aléas de la circulation. Donc oui, la station de métro, s'il n'y avait pas tout ce pôle aéronautique, elle n'existerait pas. Et si tout va bien, c'est 2020. Du coup, s'il y a le métro, s'il y a le métro, les bâtiments durs qui existent, ils pourront servir pour autre chose que planter des avions. En fait, l'avantage, c'est que quand il y aura le métro, le parc des expositions du Bourget, il pourra servir beaucoup plus. Aujourd'hui, il sert assez peu. Il sert à quoi? Il y a quelques salons dans l'année, il y a un salon textile, il y a parfois des concours, des BTS qui sont organisés là-dedans, c'est tellement grand. Il y a le salon du culte musulman aussi. Il y a le salon de l'érotisme, voilà, c'est un public spécifique. Parfois, ils viennent à la caisse du musée, ils se trompent d'endroit. On voit que c'est les visiteurs qui viennent au salon de l'érotisme. On voit bien que c'est pas ceux qui viennent pour le musée. Ça peut être les mêmes, mais souvent ils se trompent. Hein. Quand je supervisais toute l'activité développement des publics au musée, ça m'amusait de regarder. Donc, quand on avait le salon de l'érotisme, de voir un peu la clientèle qui se trompait. Voilà, c'était assez rigolo. Voilà. Et on leur disait, mais chez nous, il y a des avions si vous voulez. Non, non, c'est pas la peine. Il venait pas pour ça, voilà. Mais le parc des expos, il sert assez peu, mais là où effectivement il va avoir une importance de taille, c'est pour les Jeux Olympiques, ça va être le centre presse. Donc toute cette zone-là, il va y avoir 20 000 journalistes là-dedans. Donc c'est important. Le métro, c'était notamment dans le cadre des JO, hein, mais pas que pour les JO. Mais un accélérateur de l'affaire, c'était notamment les Jeux Olympiques. Bon, pas de chance. Le chantier, déjà, il était super juste en termes de timing. Et puis, le Covid a fait qu'il y ait une interruption du chantier pendant plusieurs semaines. Donc, voilà, il n'y aura pas le métro pour les JO 2024 au Bourget Aéroport. Ailleurs, oui, il faut espérer, parce que sinon, ce n'est pas terrible. Mais sur la zone du Bourget Aéroport, il n'y aura pas le métro pour les JO. Mais en tout cas, c'est sûr que pour l'avenir du salon, pour l'avenir du musée, c'est évident que l'arrivée du métro, ça va changer plein de choses. Ça va rendre la zone accessible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une des critiques qui est faite envers le salon, c'est ça. Et c'est ça, à mon avis, dans le doute qui existe aussi, on peut s'interroger sur l'avenir du salon avec l'industrie aéronautique qui connaît la crise qu'on subit tous. C'est vrai que le fait d'avoir un lieu qui sera beaucoup plus accessible, ce sera quand même plus intéressant. Et à terme, si tout va bien, mais là, il y a beaucoup de polémiques avec des associations environnementales qui critiquent le fait que le métro aille ensuite à Roissy. Parce que l'idée, c'est qu'en 2030, si tout va bien, on pourra faire le Bourget aéroport Roissy-Charles de Gaulle en métro en 12 minutes. Aujourd'hui, en transport en commun, c'est un peu l'enfer. Voilà, donc c'est une zone qui va vraiment se développer. Donc je pense que pour le salon, pour l'histoire du salon, c'est formidable. Après, voilà, on verra ce que le salon deviendra dans les 10, 20, 30 ans à venir, avec l'avenir de l'industrie aéronautique. Mais en tout cas, ce sera un site qui sera hyper bien desservi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y aura un plus. C'est clair. Je l'ai fait à pied, porte de la Villette, le Bourget. Merci à tous. Je vais essayer de creuser certaines questions sur les questions, donc journée grand public, journée professionnelle. Je le mettrai en commentaire de la vidéo. Ouais, je vais regarder ça à partir de quand, parce que ça, dans la documentation que j'ai regardée, ça n'apparaît pas fondamentalement, mais au musée, il me semble qu'on a la plupart des catalogues du salon, donc ça, c'est des informations qu'on peut retrouver. Là, faut vraiment éplucher les catalogues du salon. Mais je le ferai. Et donc, l'année prochaine, tu nous fais une conférence sur l'histoire du musée de l'air et de l'espace. Ah ben, on fera ça, quoi. Bien sûr, aucun problème. Dans les prochaines semaines, on ne sait pas, prochains mois, on verra bien. En septembre, octobre. Ben, voilà. Et la semaine prochaine, nous retrouvons le colonel Antoine, qu'on n'avait pas réussi à... On a eu
eu un petit souci sur quoi? Sur la guerre invisible. Voilà. T'es sûr de toi, là? Oui, je suis sûr. Et là, ce coup-ci, on va le lancer sur Facebook. On ne fera pas du bad buzz comme la dernière fois. Et comment Mais on va non, faire t'avais pour dit le la voir 19. si elle est invisible? Tu l'as contacté, hein, le colonel Antoine? Oui, mais tu m'avais dit le 19. Nico? Oui, Ah, j'ai pas d'humeur. oui. 19, c'est la semaine prochaine. Ah bah c'est moi qui... Oui, oui, effectivement, on est le combien aujourd'hui? Le 12. On est le Ouais, 12. ouais, t'as raison, le 19. Pour répondre à ta réponse, Zach, la guerre invisible, c'est tout ce qui est guerre électronique. D'accord. Et je vois dans le commentaire, il y a Claire qui disait, il y a aussi le salon des caravanes. Oui, il y a le salon des véhicules de loisirs, hein, effectivement. J'ai oublié de le citer, c'est un très gros truc, ça. Ah, je crois que c'était le salon des gitans. Bon, ok. Ça, Il y c'est a à beaucoup côté en de France, l'eau. du salon du gitan. Hein. J'en ai un près de chez moi qui a Sarrazin du salon du gitan. Pardon, je m'excuse. Mais la fête de l'humain, elle est sur le Bourget ou elle est... Elle est, ah bah, tu vois là, où Ouais. la zone blanche, là, Ouais. cette image, elle a été prise en septembre 2019. Et donc, c'est au moment de l'installation. Ouais, je crois qu'à cette année-là, normalement, il y a eu la fête de l'UMA, me semble-t-il, à moins que je dise une bêtise. Mais c'est dans toute cette zone-là. Ouais. C'est pas dans la zone où il y a le salon de l'aéronautique. C'est la zone qui est plus vers le parc de la Courneuve. C'est une partie de l'aéroport qui a été convertie en espace vert dans les années 80. On appelle l'air des vents. Et c'est là il va y avoir notamment le village des médias des JO et à terme un nouveau quartier. La ville de Duny va s'étendre. Voilà. Donc ça va encore plus s'urbaniser autour de l'aéroport. Hein. Tout ça pour dire que l'arrivée du métro, de toute façon, fait que la zone va encore plus s'urbaniser. Voilà. Donc pour l'aéroport, on verra les conséquences. Mais... C'est le moment d'acheter au Bourget, si j'ai bien compris. Il y a le métro si vous allez en face, moi je suis arrivé en 2012 au musée, quand on voit en face du musée, en face de l'aéroport, donc au Blanc-Ménil, tous les immeubles sont en train d'être détruits et toutes les nouvelles constructions, voilà, les promoteurs, ils sont au taquet. Hein. Parce que c'est effectivement l'arrivée du métro, ça fait que cette zone, pour ceux qui connaissent un peu le quartier hein, en face de l'aéroport du Bourget, oh, c'est un peu la zone. Et le petit bistrot en face, il n'existe plus? Petit à petit, il y en a qui sautent, on va dire ça comme ça. Oh merde! Non, il y a encore le Café du Nord, ce genre de choses. Mais petit à petit, les promoteurs sont là. Et c'est vrai que ce sont des constructions qui, pour ceux qui connaissent un peu le quartier, elles sont en général pas transcendantes. Donc, pour les promoteurs, c'est intéressant. Et les propriétaires sont tentés de vendre. Sur la ville du Bourget en elle-même, hein, entre la gare du Bourget et l'aéroport, c'est impressionnant de voir tous les projets immobiliers qui naissent. Hein, avec, là, devant la gare du Bourget, il y a plusieurs maisons et petits immeubles. Des maisons qui étaient assez jolies d'ailleurs, et puis des immeubles qui n'avaient vraiment aucun intérêt, qui ont été détruits. L'arrivée du métro, aussi bien au niveau de la gare du Bourget RER qu'au niveau du Bourget Aéroport, ça entraîne une totale refonte urbaine de ce quartier. C'est assez impressionnant. Donc c'est... Après, il ne faudra pas non plus que ça crée trop d'habitations avec des gens qui vont se plaindre des nuisances de l'aéroport. Une question qu'on peut quand même se poser, parce qu'à force de construire comme ça, notamment à Duny, là où il y a cette zone-là, bon, c'est quand même proche des pistes. Hein. Donc, c'est aussi peut-être créer un autre problème de riverains.